Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel. Mesdames et messieurs, nous sommes heureux d'être en ligne avec Monsieur Kader Abdelrahim, directeur au sein de l'Institut Prospective et Sécurité, mais aussi il enseigne en Sciences Po et c'est un spécialiste du Maghreb. Avant tout, bonne année et meilleurs vœux, Monsieur Kader Abdelrahim. Merci, Sir Abdel-Taif, à vous également et à tous les auditeurs. Merci d'avoir accepté cette invitation. Dans un moment, le monde entier vit la crise sanitaire, bien entendu, qui prend de l'ampleur et on commence à s'habituer un petit peu. Mais néanmoins, notre sujet de ce jour, sur la thématique suivante, l'Algérie et ses présidents malades, dans le nouveau échiquier régional et mondial, l'échiquier géopolitique. Comme tout le monde, comme vous le savez, l'Algérie est connue par ses présidents malades depuis la période de feu Boumedienne jusqu'à ce dernier, Majid Tebboune, qui, selon nos renseignements, a retourné encore se faire soigner en Allemagne après son absence très discutée. La question, si vous le permettez, qui interpelle beaucoup de monde, le pourquoi ce choix, souvent, et même parfois, il y a quelques-uns qui disent stratégique, de ces présidents qui sont souvent malades ou âgés. C'est une spécificité algérienne, ou bien il s'agit d'une spécificité réellement calculée par les vrais hommes de pouvoir en Algérie. Il y a très peu d'ouverture, et puis c'est pas un pays qui cherche à promouvoir une nouvelle génération pour gérer les affaires publiques. Donc l'Algérie aujourd'hui, ça fait penser à la fin de l'URSS des années 90, où les dirigeants, le premier secrétaire du Parti communiste se succèdent, il reste au pouvoir quelques mois, quelques années au maximum, ensuite il est malade, on ne le voit plus et il disparaît. Donc je crois que la responsable, mais pour nous tous les habitants de la Terre sont confrontés à la même question, c'est celle biologie. Il y a un âge au-delà duquel on ne maîtrise plus ni sa santé ni sa biologie. Donc la biologie fait son œuvre et quand il s'agit notamment des dirigeants politiques, c'est une charge très lourde, extrêmement lourde, dans laquelle on ne s'appartient plus. On n'est plus une personne privée, on devient une personne publique et comme on disait sous l'Ancien Régime, le corps du roi devient un corps public. Et aujourd'hui, les chefs d'État sont des personnages et des corps publics au sens symbolique naturellement, et ils doivent, pour exercer toutes les charges de leurs fonctions, être en pleine capacité de leurs moyens physiques et être capables de comprendre les grands enjeux internationaux et les enjeux auxquels vont être confrontés leurs pays pour défendre les intérêts de leur pays. Or aujourd'hui, on constate que si on prend l'exemple de l'Algérie, comme c'est le cas avec vous aujourd'hui, que l'Algérie n'est pas défendue parce que ses dirigeants, on a eu Abdelaziz Bouteflika qui a été malade pendant des années et qui malgré tout a voulu être candidat pour un 5e mandat. Alors ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, puisque les Algériens se sont mobilisés, ont manifesté pendant plus d'un an jusqu'à l'arrivée de la pandémie de Covid. Mais on a vu qu'il y avait un rejet massif, général de la population à l'égard du régime politique et du système tel qu'il fonctionne. Alors, il me semble, il faut entendre la société, il faut écouter son peuple. Deuxièmement, il faut aujourd'hui impérativement que ceux qui dirigent l'Algérie dans l'ombre ou dans la lumière comprennent que, y compris de leur propre intérêt, il faut que cette transition se déroule en douceur. Et troisièmement, si les deux premières conditions sont réunies, alors l'Algérie pourra retrouver sa place en Méditerranée, sa place au Maghreb, sa place dans le concert des nations et être à nouveau dirigé par un président de la République
qui est capable d'assumer les charges de sa fonction et qui défend les intérêts de son pays. Et puis, ça fera aussi de l'Algérie un partenaire fiable pour ses voisins. Et comme je suis un Maghrébin convaincu depuis très longtemps, je l'appelle de mes voeux, peut-être enfin, puisque nous sommes dans cette période historique d'une accélération de la mondialisation, peut-être enfin réussir l'intégration régionale qui est le salut pour l'ensemble des pays du Maghreb. Certes, c'est un vœu qui est cher à chacun de nous, hein, à chaque démocrate qui souhaite que le Maghreb prenne place dans l'échiquier mondial. Sauf que la réalité, comme vous le savez mieux que moi, la réalité c'est autre chose. Nous vivons actuellement, c'est un petit peu les Algériens, comme vous l'avez évoqué, le Hirak, qui dure et qui perdure, hein, qui a pris un coup à cause de la pandémie. S'il n'y avait pas la pandémie, peut-être c'est autre chose qui se produira. Mais sauf qu'on constate, comme vous l'avez dit au départ, on fait un pas en arrière comme l'ancien régime soviétique. Est-ce que peut-on considérer cette continuité de cette façon de gérer que la fonction de la présidence de la République, c'est une fonction honorifique, ni plus ni moins, et il a pour un moment, mais par contre les affaires de l'État se font toujours gérer par les mêmes personnes, et notamment les généraux, parce que tout le monde le dit, il le dit à haute voix, hein, donc cette notion du pouvoir des généraux, chose qu'on a pu constater pendant plusieurs années, plusieurs mandats aussi, pendant la maladie de M. Bouteflika. Je ne peux pas répondre à votre question par oui ou par non, parce que je crois que ça dépend beaucoup de la personnalité du président. On a pensé à un moment que Bouteflika, lorsqu'il est revenu en 1999, et puis en même temps, lui-même était très lucide sur sa situation. Il avait été éloigné des cercles de pouvoir pendant près de 30 ans et il avait été également isolé sur le plan politique. Et par conséquent, on a cru qu'il serait un président fantoche. Et il n'arrêtait pas de dire, lorsqu'il est revenu aux affaires, je ne serai pas 3/4 de président. Par conséquent, l'enjeu, c'est la personnalité, l'habileté du président en exercice. Celui qui a été choisi et très très mal élu le 12 décembre 2019, Abdelmajid Tebboune, n'a pas de relais politique et il n'a pas de véritable soutien. Il n'a pas de parti sur lequel il peut s'adosser. Il n'est pas un personnage, une personnalité nationale qui peut compter sur des amitiés, des fidélités, des loyautés à travers toute l'Algérie. Non. Et par conséquent, rappelons quand même que c'était un simple wali. Ça n'est pas faire offense à ce corps de la préfecture, mais simplement c'est un homme qui a été choisi précisément parce qu'il ne représentait aucun danger pour le véritable pouvoir qui est détenu par l'armée. Et donc aujourd'hui, la question qui se pose, c'est à quand et à quel moment ce pays va-t-il enfin ouvrir les fenêtres et les portes pour comprendre que dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, avec cette mondialisation, avec des peuples, notamment au Maghreb, qui sont hyper connectés, on ne peut plus cacher, on ne peut plus tricher, on ne peut plus dissimuler, parce que tout se sait. Les Algériens, ils sont comme les Marocains, ils sont comme les Mauritaniens, comme les Tunisiens, comme tout le monde. S'ils ont un questionnement, ils vérifient sur Internet. Et ils cherchent d'autres sources d'informations. Sans aucun doute, M. Kader Abdrahim, sans aucun doute que les Algériens de plus en plus connectés, de plus en plus actifs sur les réseaux. Tout le monde le sait, on le constate à travers des interventions, à travers des Zooms, à travers un certain nombre d'actions, à travers quelques démocrates qui parlent et qui parlent de la réalité du terrain. Mais ce veut toujours que chaque démocrate, comme je l'ai dit et je le redis encore une fois, le souhaite par rapport à un pays frère, avant tout et ami, l'Algérie, la réalité du terrain, c'est autre chose. Vous l'avez dit, comme quoi le président Tebboune, c'est un président qui
comment dirais-je, là, qui est un peu faible par rapport à son soutien, mais par contre, elle était nommée pendant la période du défunt Kayed Salah. Kayed Salah est mort derrière. Un certain nombre de décideurs sécuritaires et politiques sont en prison et d'autres, ils viennent d'être libérés. Et on constate encore davantage qu'un certain nombre de décideurs, et notamment le patron Tawfik de la sûreté, mais aussi Nzar et Tartag et Saïd Bouteflika et d'autres, hein, tout le monde commence à faire surface après, bien sûr, à tort, à raison, reste à savoir, à déterminer par rapport au contenu du dossier qui était en question auprès des tribunaux, reste à savoir, est-ce que le retour de Tawfik et sa libération, Inzar surtout, qui retourne en Algérie, n'arrangera pas du tout cette transition que vous souhaitez et que tout le monde le souhaite. Oui, on a l'impression, c'est comme au théâtre, hein, lorsque les comédiens qui jouent un acte ont terminé cet acte, ils quittent la scène. Et ce sont d'autres comédiens qui viennent pour l'acte 2 ou l'acte 3. Et l'Algérie, on a un peu, pardon d'utiliser cette métaphore de théâtre, mais l'Algérie, c'est un peu ça. On a l'impression qu'il y a différents groupes, différents clans qui se livrent en interne à leur propre guerre pour défendre leurs propres intérêts. Lorsqu'ils sont au pouvoir, eh bien, ils installent leurs amis. Et lorsqu'ils quittent le pouvoir, leurs ennemis leur font la guerre et les pourchassent. C'est exactement ce à quoi on assiste depuis la démission de Bouteflika, avec le chef d'état-major Gaïd Salah, qui n'a eu de cesse que de se protéger, de se préserver et donc d'essayer d'éliminer ses rivaux. Et puis la route a tourné, la route tourne, et aujourd'hui on assiste à l'inverse. On assiste au retour de Nzar, au retour du général Toufir, au retour du général Tartag, du général Blaqser, tous ces gens qui avaient fui l'Algérie, qui étaient emprisonnés, qui étaient recherchés, il y avait des mandats d'arrêt internationaux. Bien sûr. Et puis, avant même qu'ils rentrent en Algérie, on annule tous les chefs d'accusation et ils redeviennent des personnes fréquentables qui jouent un rôle politique important. Donc on est dans le rapport de force, dans le théâtre d'ombre, mais absolument pas dans la gestion des affaires de l'État. Et on défend des intérêts personnels et pas l'intérêt général. L'Algérie aujourd'hui est isolée sur le plan diplomatique et elle est dans l'impasse sur le plan politique pour ces raisons-là. Parce qu'il y a une clique qui a fait main basse sur l'Algérie dès l'indépendance, dès l'été 62, voire même un petit peu avant, et qui continue à vouloir absolument, quel qu'en soit le prix, qui continue à vouloir garder le pouvoir et préserver le système tel qu'il fonctionne. C'est dramatique et c'est même tragique parce qu'il y a 40 millions d'habitants dans ce pays. Et si l'Algérie s'effondre, si l'État s'effondre, cela aura des conséquences pour tout le monde. Ce sera une onde de choc qui va résonner dans toute la région, au Maghreb, mais également en Méditerranée. Donc je crois que c'est aussi la responsabilité des partenaires de l'Algérie, qu'ils soient européens ou américains ou autres, de participer, à une forme d'apaisement entre les élites politiques et la population, et deux, de favoriser une transition en douceur. Je crois que c'est le seul moyen pour éviter l'implosion et la violence. Et comment? Il faut négocier. Je crois que le Hirak a été une occasion extraordinaire de faire entrer l'Algérie dans cette alternance politique en douceur. Toutes les conditions étaient réunies. Toutes les conditions étaient réunies. Aujourd'hui, la situation s'est beaucoup dégradée sur le plan politique, sur le plan diplomatique et surtout sur le plan économique. Avec l'effondrement du prix du baril, l'Algérie a perdu 35 à 40% de ses ressources en devises. Donc elle a beaucoup moins de moyens.
Et par ailleurs, il y a un blocage politique entre ceux qui sont dans le pouvoir et qui veulent y rester, et qui regardent les Algériens, la population, la société, manifester, enfin, évidemment plus maintenant en raison de la pandémie, mais qui a manifesté de 2019 à 2020, quasiment sans interruption, pendant plus d'un an. Nous fêterons dans quelques semaines les 2 ans, le second anniversaire du Hirak. Hein? Je crois que c'est un moyen de parvenir à une alternance, négocier, discuter, à un compromis politique. C'est ça la politique. La politique, c'est l'art du moins mauvais. C'est pas du meilleur. Tout le monde recherche le meilleur, mais il faut commencer à entrer en dialogue et en négociation. Mais justement, M. Kader Abdelrahim, vous parlez de politique, mais là, en face des politiques, il y a des gens de l'armée, des généraux qui n'ont pas cette notion de politique, cette notion de discuter, cette notion de négocier que vous avez citée. Le souci, il est là, le souci. Lorsqu'on trouve deux personnes qui ont chacun son algorithme, avec quoi ils fonctionnent, ça pose un problème. Sauf que tout ce tableau se trouve actuellement, j'ai dit, je pèse mes mots, actuellement, on est à la renaissance d'un nouveau monde quelque part. Les États-Unis commencent à s'intéresser du Maghreb avec la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara. La Chine prend de l'ampleur en Afrique. D'autres pays aussi, comme l'Inde, comme la Turquie, bien entendu. Et le continent européen essaye de jouer sur des cartes anciennes, hein, quelque part, qui se trouvent coincés devant cette réalité géopolitique nouvelle. Comment vous voyez-vous la solution, soit sur un plan politico-militaire, ou bien sur un plan pression internationale, éventuellement? Vous savez, ça c'est un débat qui date depuis très longtemps en Algérie, hein, et qu'on a déjà eu dans les années 90, au moment où le pays a basculé dans cette guerre fratricide de l'armée contre les groupes terroristes islamistes. Les pressions, on le voit et on l'a vu, ça ne marche pas. Parce que les militaires algériens ont eu cette habileté de tisser des réseaux qui vont bien au-delà de l'Algérie et ont su se rendre utiles à leurs partenaires occidentaux, que ce soit la France, l'Espagne, les États-Unis. Bref, dans la lutte contre le terrorisme, aujourd'hui, le savoir-faire de l'armée algérienne et des services de renseignement algériens sont reconnus. Et il y a beaucoup de régimes démocratiques, indéniablement, en Europe, aux États-Unis, en Amérique du Nord, d'une façon générale, qui préfèrent le statu quo parce qu'au moins ils savent à qui ils ont affaire, comment on parle avec ces gens-là, ce qu'on peut leur demander, ce sur quoi on peut leur faire confiance, etc., plutôt que de soutenir une alternative politique et des démocrates. On le voit bien, pendant toute l'année 2019 et 2020, on n'a pas entendu de déclaration de dirigeants occidentaux à propos du Hirak pour soutenir les démocrates en Algérie. Donc je crois qu'il faut compter sur ses propres forces, que ce mouvement de démocratisation en Algérie, c'est un mouvement qui est irrépressible et que personne ne pourra arrêter, ni les généraux algériens, ni qui que ce soit. La seule question qui se pose, de mon point de vue, c'est de tout faire pour que cette transition soit discutée, négociée et qu'elle se fasse en douceur plutôt que dans le sang. Parce que l'Algérie a déjà vécu une décennie noire et il faut absolument éviter qu'elle vive à nouveau une tragédie identique parce qu'il y a toute une génération qui a été marquée par cela et je crois que personne ne le souhaite et surtout la démocratisation d'une société, elle se fait aussi par la négociation et le dialogue et non pas par les armes. Ben écoutez, comptons sur l'intelligence, hein, surtout, Oui. et le savoir-faire algérien, proprement algérien, entre eux. Et les temps, je pense, et l'histoire marquera ce qui va se passer et ce qui est en train de se passer actuellement. La quasi-totalité de ces personnes qui sont acteurs, ce sont des personnes d'un certain âge, qui sont âgées. Il y a un réel problème intergénérationnel de passation, comme vous l'avez bien dit.
espérons-le, mais il faut qu'il y ait une discussion entre la base et ces généraux de cette armée populaire. Il ne faut pas l'oublier, on dit l'armée populaire, ce sont des enfants du peuple aussi. Donc, cette armée, sur quoi ils se basent, sur quoi ils fondent leur théorie, ils fondent leur pouvoir, c'est une armée qui provient du peuple algérien. Et le peuple algérien souffre actuellement. Il souffre sur le plan pandémique, mais aussi souffre sur le plan démocratie. Peut-on parler, et c'est ma dernière question si vous le permettez, peut-on parler d'un éventuel rebondissement dans cette relation Algérie-Maroc dans les mois et plutôt les années à venir avec la nouvelle équipe de Biden? Je ne crois pas, malheureusement. Hum. En revanche, parce qu'il faut toujours être optimiste, je crois que c'est la responsabilité de nous, les citoyens maghrébins, d'entretenir des relations, quelles qu'elles soient, au-delà, au-dessus de la tête de nos dirigeants respectifs. On n'a pas à demander la permission, mais il faut qu'on ait des échanges commerciaux, des échanges intellectuels, artistiques, académiques. Il faut multiplier ce genre d'échanges de manière à ce que le maillage qui va se créer, les relations qui vont se créer entre les deux pays vont devenir tellement importantes et surtout, parce que c'est le seul langage que comprend un responsable politique, et surtout vont être utiles aux intérêts des deux pays, que ce sera l'intérêt de favoriser la naissance d'un véritable Maghreb, comme l'appelaient de leur vœu nos aînés au tout début du XXe siècle, avec l'étoile nord-africaine. Donc vous voyez, ce n'est pas un projet qui date d'hier ou d'avant-hier, c'est un projet qui est une idée qui a plus d'un siècle. C'est quand même extraordinaire quand nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants étudieront l'histoire du Maghreb dans les siècles qui viennent. Qu'est-ce qu'ils vont voir? Ils vont voir que nous sommes la région qui avait le plus d'atouts pour favoriser une intégration régionale et être donc plus fort dans la mondialisation et face aux négociations à conduire avec l'Europe ou tous les partenaires de la Méditerranée. Et au contraire, nous nous sommes tournés le dos. Donc ça va être une responsabilité morale à l'égard de nos enfants et une responsabilité historique. Je crois que nous devons prendre des initiatives sans attendre. Et surtout au niveau de la diaspora. Absolument, il y a déjà beaucoup d'initiatives qui se font dans la diaspora et il faut qu'elles trouvent un prolongement de l'autre côté de la Méditerranée. Il faut les multiplier. Et plus il y aura d'initiatives, quelles qu'elles soient, un film, une pièce de théâtre, du cirque, de la peinture, un professeur qui se déplace d'Oran à Rabat ou de Fès à Tlemcen, tout ça contribue à rapprocher les peuples les uns des autres. Monsieur Kader Abderrahim, directeur de recherche à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, merci infiniment de cet éclairage, un éclairage d'espoir, un éclairage de lumière, comme on dit, par rapport à cette 2021. Il faut bien préciser à notre auditoire que Monsieur Kader Abderrahim, auteur et son dernier ouvrage Géopolitique de l'Algérie, édition Bibliomonde, j'invite notre auditoire à feuilleter ce beau livre. Et je vous dis à très bientôt. Merci à vous et à très bientôt.